Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles. Le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères, aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir l'architecte et scénographe Lise Mazot. Elle est la directrice artistique de Menu Détail, un atelier de scénographie et de micro-architecture situé principalement dans le nord-ouest de la France et qui se développe aussi en Loir-et-Cher. À chaque fois, je me posais la question de qu'est-ce que j'ai fait de durable dans ce projet ? Est-ce que c'est du lien que j'ai fait sur un territoire entre des gens ? Est-ce que c'est du savoir que j'ai laissé parce qu'on a formé des gens à travailler le bois ? Peut-être. Est-ce que c'est l'objet que je fais qui est irréprochable en termes de démantèlement possible, de durabilité possible ? Est-ce qu'il va durer dans le temps ? Est-ce qu'il pourra avoir une troisième vie ? Voilà, ça c'est le lien. C'est comme ça que je trouve du sens dans chacun de mes projets. Formée à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, puis en DPEA scénographie à l'École d'architecture de Nantes, Lise Mazot a fait partie de la dernière promotion où a enseigné Marcel Fredfond, un grand nom de la scénographie contemporaine, disparu en 2016, et qui a œuvré à rendre visible et à faire valoir les droits des scénographes. Avec ses réalisations, Lise Mazot explore la question de l'éco-conception, du croquis à la construction, jusqu'à la revalorisation de l'objet. Son travail est fait d'aller-retour entre conception scénographique et temps de recherche autour des matériaux. Ancrée dans le réel, elle accorde une grande attention à la question du détail constructif. Lise Mazot fait aussi partie du noyau dur de la ressourcerie culturelle à Montaigu que vous avez pu découvrir dans l'épisode précédent. Toutes les scénographies de Lise Mazot sont construites à partir de matériaux issus du réemploi et cela depuis plusieurs années déjà. Avec Lise, on a parlé de l'histoire des traces qui peuvent se cacher derrière une matière, des différentes pistes pour aller vers un projet durable et aussi d'aller-retour entre scénographe et constructeur. Je vous laisse découvrir cette conversation. C'est parti et bonne écoute. Bonjour Lise. Bonjour. Bienvenue, merci de me recevoir ici à la ressourcerie culturelle de Montaigu. Merci à toi. Et comment est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je suis scénographe, architecte et scénographe. Ouais. Et je me présente comme une conceptrice, constructrice, prototypeuse. Mmh. Voilà, je suis animée par la recherche autour du matériau. Ouais. Donc, je me présenterai comme ça. Si j'essaye de définir mon travail, ce serait plutôt, c'est toujours orienté autour de la recherche. Ok. Et du coup, ton travail de scénographe, comment tu pourrais le définir dans ce cas-là ? Est-ce que la recherche fait partie de ton travail de scénographe ? Oui, en fait, c'est-à-dire que quand j'ai un projet de scénographie, je vais trouver le moyen de me nourrir d'un moyen ou par un moyen ou un autre, par de la recherche, par quelque chose qui m'anime, par quelque chose que j'ai encore jamais fait. Est-ce que c'est un nouveau matériau ? Ou une nouvelle technique. Voilà, c'est dans ce sens-là où je sens la chose de prototyper. Après, ça n'empêche pas... c'est une sensation interne. Après, la réponse à la scénographie, c'est répondre à une demande d'espace ou à un metteur en scène avec des envies précises, etc. Donc, ça, c'est plutôt un ressenti interne de comment je vois, moi, mon métier pour me nourrir. Ouais. C'est de la recherche. Après, effectivement, je réponds comme n'importe quel scénographe à des projets. Et donc, ça veut dire que, par exemple, est-ce qu'un matériau peut t'amener un projet et inversement, une manière de construire va te donner une idée de il y a plusieurs façons d'aborder le truc. C'est soit le projet va nécessiter d'être efficace en termes de temps, il faut répondre vite, etc. Ouais. Donc peut-être que je vais mettre la contrainte du matériau. Ouais. Et à partir de ça, je vais chercher quelque chose à faire avec ce matériau qui est disponible, donc à la ressourcerie ou dans n'importe quel espace de nouvelles sources issues du réemploi. Donc il y a cette recherche-là. Ou alors, le thème va être précis, va avoir une histoire à raconter précise, et c'est le matériau qui va participer au récit. Et donc, je vais essayer de trouver le matériau qui va parler de ça directement. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que c'est sur le territoire, il y a une briqueterie, alors on va peut-être travailler la terre. Enfin, en fait, voilà, je pense qu'il y a du sens dans le matériau. Et donc, on va discuter, on va raconter quelque chose avec le choix du matériau aussi. Et est-ce que ça, ta formation d'architecture,
ça a contribué à cette vision-là de ton travail aujourd'hui? Mais en fait, mes premières années, je les ai faites à Toulouse. Ah oui. Et je pense que oui, il y a un rapport au détail constructif, au rapport à la matière, qui m'a forcément marquée. Et il y a un terme qu'on disait souvent quand on abordait un site d'architecture, qui était la question de l'histoire sourde du lieu. Qu'est-ce que voilà, on arrive sur un site, on va essayer de creuser de qu'est-ce qui raconte ce site, qu'est-ce qu'est l'histoire de cet endroit, et donc comment on va pouvoir le faire transpirer dans notre création ou dans nos futurs projets. Et en fait, je le ressens pareil dans la matière. C'est-à-dire que l'histoire sourde de la matière, elle existe. Et donc, j'ai la sensation que si on choisit la bonne matière, on va raconter encore plus que ce qu'on avait voulu dire. C'est dans ce sens-là que je trouve que l'archi m'a servi dans le processus de choix des matières. Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, d'une matière qui t'aurait inspiré comme une histoire source ou d'un projet que tu as réalisé comme ça? En fait, par exemple, la table, une grande table qu'on avait faite pour un lieu, pour une médiathèque, a été faite donc avec mon associé de l'époque. Donc c'était pendant ton collectif à ce moment-là, ça s'appelait 7 grammes 7 mm. Voilà, c'est ça. La pièce en elle-même, l'objet, il est fini, il raconte... on voit une table avec des bois différents, des couleurs différentes, des essences différentes. C'est du bois de récup. Ça se voit pas forcément si on se pose pas la question. Par contre, tout a une histoire. C'est-à-dire que l'habitant qui va voir cette table, qui sait que c'est les montants de bois issus des lits d'Emmaüs, par exemple, y a toute une dimension qui transpire de ce projet, qui rayonne. En fait, en général, on dit voilà, ça rayonne. C'est le côté aussi durable du projet. C'est l'histoire que ça laisse, les rencontres que ça a laissées, les formations qu'on a faites avec des compagnons potentiellement. En fait, il y a toute c'est ça l'histoire sourde pour moi. Ça peut être ça peut être l'histoire du projet, ça peut être l'origine de la matière. Et des fois, il y a des accidents aussi, c'est-à-dire que on va prendre un bout de bois qui est issu d'une ancienne armoire, le raboter, et en fait, on va laisser des traces de l'ancienne sculpture qu'il y avait dessus, parce que parce qu'on est arrivé à la bonne épaisseur et que en fait, il reste le dessin. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu concevoir. C'est une surprise, c'est un accident, et ça raconte encore quelque chose d'autre. Ça laisse des traces. C'est ça que j'aime bien dans le matériau de récup, c'est que ça a une trace d'autre chose avant. Forcément. Il y a plusieurs histoires qui sont racontées dans un même objet, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça toujours génial de pouvoir raconter au metteur en scène ou au client ou à celui qui récupère l'objet toutes les vies qu'ont eu ce projet. Et souvent, ça marche avec tout. J'ai fabriqué des petits bacs à potager pour ma grand-mère avec des bois issus du défilé de mode de Louis Vuitton. En fait, donc en fait, de raconter ça, c'est génial parce que ça fait une discussion, ça fait une histoire. Et ce bois-là, maintenant, il accueille un potager dans une maison en Bretagne. En fait, c'est ça qui est chouette dans l'histoire du matériau. Et pour revenir à tes études, donc t'as fait partie de la dernière promotion où enseignait Marcel Fredfond. Marcel Fredfond, c'est un des scénographes assez important de ces dernières années, qui est décédé en 2016. J'ai lu un article dans Le Monde où François Delarosière disait qu'en fait c'était un militant de l'enseignement qui plongeait ses étudiants dans des ateliers de construction pour qu'ils sachent de façon très concrète ce qu'était la matière. Donc pour prolonger cette discussion, comment c'était d'étudier avec Marcel Fredfond? Qu'est-ce qui t'a appris? Je pense qu'il nous a appris de mettre du sens partout. C'était pas léger, entre guillemets. C'est-à-dire que tout est porté avec beaucoup de savoir. C'était un puits de science, sur un puits d'histoire. Donc, il était incollable sur la référence. Il était incollable sur le sens de notre projet, puisque il pouvait sortir des références qui ne correspondaient pas à ce qu'on venait de dire, ou au contraire de nourrir ce qu'on était en train de dire en disant oui, ça a déjà existé. Voilà ce qui s'est passé dans tel projet. Enfin, en fait, c'est dans ce sens-là où il y a beaucoup d'humilité sur la question de tout a été déjà fait, et en même temps, super, tu t'inscris là-dedans. Voilà, il y avait de ça dans son discours. Et après, en termes de formation, il nous a vraiment mis dans la construction de sa formation, il nous a mis dans des emplois du temps très chargés, avec énormément de projets différents. Donc l'objectif pour lui, c'est de dire la scénographie, ça part du théâtre.
Ouais. Donc on raconte quelque chose, il va y avoir un propos, une dramaturgie, etc. Donc au départ, on part de ça. Et ensuite, une fois qu'on a cette méthode, c'est applicable à l'expo, c'est applicable dans un décor de cinéma. En fait, c'est à partir de ce moment où on se dit tu es scénographe pour pouvoir servir un propos, et bien ensuite c'est applicable dans n'importe quelle situation de là où il y a de la scénographie. Et quel apprentissage t'as le plus marqué à ce moment-là? Qu'est-ce que tu retiens ou que tu aurais envie de partager? Est-ce qu'il y a spécifique à Marcel? Oui, ou à ce moment-là de tes études? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Alors, si je sais, pour en revenir donc moi j'ai fait archi avant. Bizarrement, c'est parce que j'ai fait de la scéno que j'ai remis l'échelle du corps et du comédien, et donc du corps du spectateur ou de celui qui pratique mon espace en plein centre de ma réflexion, de ses sensations, du toucher. En fait, c'est beaucoup plus proche de ce que j'avais fait en archi. C'est beaucoup plus proche puisque en fait c'est très concret. Le comédien doit pouvoir s'asseoir, doit pouvoir monter, doit pouvoir tenir debout, être à l'aise dans son costume. Voilà. Et en fait, je suis revenue ensuite à des aménagements pérennes ou un peu plus vers de l'archi, avec grandi de cette formation scéno pour ça. Voilà. Je retiens ça alors c'est pas forcément spécifique à Marcel, mais Marcel, il nous a. Ce que je retiens, si c'est que Marcel, je retiens des cours à n'en plus finir théoriques, qui, je pense, on a peut-être pas gardé un dixième de ce qu'il a pu nous raconter, malheureusement, mais voilà. C'était quelqu'un de génial, en tout cas. Ok. C'est vrai que oui, moi je l'ai pas connu, je le découvre en apprenant la scéno petit à petit et en découvrant des choses. Donc c'est intéressant d'avoir un autre regard parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué aussi pour l'UDS, Union des scénographes. Donc et justement, tu disais à un moment donné qui vous a stimulé votre promo à y aller, à vous investir dans l'UDS. Oui. Aussi. Marcel, il tenait à ce qu'on s'engage pour faire valoir nos droits, surtout. C'est-à-dire que lui, il a eu plein d'exemples à l'UDS où finalement un scénographe, on s'assoit souvent sur nos droits d'auteur, par exemple. Et en fait, il a défendu ce truc-là, et ça a marché puisque certains scénographes ont eu gain de cause sur leur scénographie. Et ce que je trouvais intéressant aussi avec la présence de Marcel à la fois chez nous à l'école et à la fois à l'UDS, c'est qu'il faisait le lien entre les vieilles générations de scénographes et nous. Et c'est vrai qu'il y avait un grand écart dans les réunions de l'UDS au départ. Moi, les premières réunions que j'ai faites sur des problèmes financiers, des rapports de statut qui n'étaient pas du tout les mêmes. Là où le scénographe vivait de ses droits d'auteur, nous on arrivait à peine à faire de l'intermittence. Donc il y avait ce lien, et il était très proche, il était très au fait de nos problématiques de génération. Et ça, je trouvais ça fort parce que on pourrait penser qu'il reste un peu dans sa bulle. Voilà, pas du tout. Il était très au clair de comment ça se passait aujourd'hui et maintenant. Donc ça, c'était vachement bien. Il faisait le lien. Okay. Alors, on va aller plus loin dans ta manière de travailler. Donc, tu as créé Menu Détail en octobre 2019, après la création d'un collectif qui s'appelait 7 grammes 7 mm que tu as arrêté à ce moment-là. Comment elle est venue chez toi, cette démarche-là de créer Menu Détail? Pourquoi à ce moment-là, ça a été essentiel pour toi? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, un peu plus en arrière. C'est que on avait créé avec des amis le collectif Égrégore à la base. Enfin, moi j'y étais pas au départ, mais c'était le collectif Égrégore à la base qui travaillait sur des festivals. Enfin, on avait monté un festival et on faisait. Moi, j'étais dans la partie construction de scéno. Et on ne faisait les décors qu'avec de la récup. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça, c'était à Nantes aussi? C'était en Bretagne. En Bretagne, ok. J'ai raccroché les wagons de ce collectif et je me suis retrouvée à faire de la scéno pour ce festival qui s'appelait le Festival WA. Donc là, il y a des premières expérimentations sur faire avec rien. Donc de toute façon, on voulait faire, donc on a réussi à faire et on bricole, quoi. Après,
il se trouve qu'on avait une équipe artistique qui fonctionnait et donc Corentin avec qui je travaillais, on a voulu que ça se professionnalise. Donc on a monté 7 grammes 7 mm qui était sous forme d'association et qui avait sa licence d'entrepreneur de spectacle. Donc en fait ça nous permettait nous de faire de l'intermittence, de travailler à côté pour d'autres compagnies, etc. Mais de faire nos projets sous notre nom et de faire de l'intermittence, qui est un peu de la bidouille, hein, évidemment. Comme toutes les compagnies qui ont un bureau fictif, et voilà, c'est exactement le... Et on en vient à là, moi, c'est ce statut qui m'a fait changer d'avis, enfin, qui m'a fait monter ma propre entreprise, qui est hébergée dans une coopérative, coopérative OSE. Voilà, qui est basée à Angers et qui gravite sur tout le Pays de la Loire. Voilà, c'est Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Voilà, ok. Pour l'instant, on est une 60aine de coopérants. Et ce n'est que... donc, la coopérative permet de diversifier mon activité, puisque je n'ai pas changé de code APE, de bidouiller si c'est de l'intermittence ou pas. Je peux faire absolument toute mon activité, toutes mes activités, sous la même entité. Et d'un point de vue du droit du travail, c'est aussi pour ça que je quitte l'intermittence. C'est qu'on a tendance à, par manque de moyens, payer 4 heures sur 8 les intermittents, 2 jours sur 4, parce qu'on manque de moyens, mais on veut quand même travailler et qu'on veut faire ce projet, le projet est chouette, etc. Et en fait, il y a un peu d'épuisement de mon côté à ce moment-là. Voilà, j'ai du mal à m'y retrouver. Je me sens toujours un peu en porte-à-faux sur ces questions-là. Donc c'est très pratico-pratique, mais ça joue sur ma qualité de travail, sur mon envie de faire de la recherche, sur mes envies de donner de l'énergie dans ces projets-là. Et aujourd'hui, le modèle coopératif et le fait d'être... Alors, ça peut être un gros mot dans le monde du spectacle et dans le monde de la culture. Le fait d'être entrepreneur, ça me donne une liberté énorme de décision, oui, je travaille plus que jamais, mais c'est au prix de la liberté, de mes choix de projet, d'avoir du temps pour faire de la recherche, parce que du coup, je choisis les projets en fonction. Voilà. Et en plus, le modèle coopératif, il est génial puisqu'il y a un réseau qui est énorme, qu'on est dans l'économie sociale et solidaire dans ce système-là, qui me va très bien. Et je m'y retrouve totalement en termes d'éthique, en termes de sens. Voilà. C'est un peu pour ça que ça a changé. C'est avec des ententes associatives qui aussi s'effilochent au fil des années. Pour la première fois, je suis seule à la tête d'une direction artistique aussi. Donc c'est un défi pour moi et j'en suis très contente. La coopérative, elle me permet aussi d'embaucher des gens, mes propres équipes avec qui j'ai très envie de travailler, de choisir. C'est très précieux. Ouais, ah oui, c'est sûr. Alors du coup, comment concrètement là, sur quel projet tu travailles aujourd'hui avec Menu Détail, qu'est-ce que tu développes et comment l'éco-construction elle rentre là-dedans? Ok. Alors l'éco-conception, je la formule depuis que je suis rentrée à la coopérative. C'est-à-dire que pour moi, c'était de toute façon une façon de travailler. Au départ par manque de moyens et après par tout l'intérêt que j'y trouve, comme on parlait au tout début de la matière, parce que j'ai toujours trouvé de l'intérêt, de la surprise, voilà. Donc, et quand je suis arrivée à la coopérative, il faut trouver un moyen de détonner. Enfin, il faut trouver une identité à notre travail. Donc, à la coopérative, on nous apprend au départ à définir ce qu'on est. Et pour tout le monde, c'était d'une évidence que j'étais un atelier responsable. C'est ça, c'est durable. Et en fait, je l'avais jamais formulé dans ce sens-là. Donc l'éco-conception, elle arrive parce que j'ai commencé à définir ma façon de travailler. Et aujourd'hui, mon activité, donc, elle se développe autant dans... Alors, on est en pandémie mondiale, évidemment. Donc, ça fait 1 an qu'on est un peu dans cette annulation de projets en permanence. Donc, j'ai perdu des festivals, j'ai perdu... Il y a des créations de théâtre qui se sont totalement arrêtées puisque le format correspondait pas. Voilà, donc aujourd'hui, toute cette activité, elle est un peu plus faible. Bien que par la ressourcerie, je reste un pied dans l'événementiel et dans tout ce qui m'intéresse dans ce sens-là. Aujourd'hui, les projets, ça va être de l'aménagement pérenne,
des discussions avec des tiers-lieux pour faire des aménagements, le château de Landebaudière, peut-être que à la Gobrotière, dans le nord-est Vendée. Il y a un petit projet avec une médiathèque, de petites boîtes à livres itinérantes qui vont dans les classes, dans les EHPAD, dans les centres de loisirs, un peu partout sur le territoire. Donc ça, c'est en Loir-et-Cher, qu'on a appelé les CAPSA, et que j'aimerais développer. C'est une espèce de petite boîte qui se développe en deux portants à livres et qui font une petite bibliothèque. En fait, c'est une espèce de petite valise qu'on emmène partout, donc ça fait un objet identifiable. Et il y a toujours cette dimension, en tout cas le lien entre tous ces projets, quel que soit le domaine d'activité, ça va être... à chaque fois, je me posais la question de qu'est-ce que j'ai fait de durable dans ce projet. Est-ce que c'est du lien que j'ai fait sur un territoire entre des gens ? Est-ce que c'est du savoir que j'ai laissé parce qu'on a formé des gens à travailler le bois, peut-être ? Est-ce que c'est l'objet que je fais qui est irréprochable en termes de démantèlement possible, de durabilité possible ? Voilà, est-ce qu'il va durer dans le temps ? Est-ce qu'il pourra avoir une troisième vie ? Voilà, ça c'est le lien et je le défends comme ça aujourd'hui. C'est comme ça que je trouve du sens dans chacun de mes projets. Et je fais par exemple potentiellement une façade d'un fleuriste. Je dirais que c'est pas ce qui me branche, mais aujourd'hui j'essaye d'y mettre du sens parce qu'il faut bouffer, évidemment. Et je vais y trouver du sens, dans la matière. Je vais peut-être embaucher quelqu'un. Et comme ça, on aura fait une collaboration voilà, on va travailler potentiellement à l'atelier de la ressourcerie où il y a de l'insertion. Donc il y a un lien avec des jeunes qui sont en décrochage. Voilà, je vais trouver du sens à un moment. Ouais, il y a une histoire qui se raconte à chaque fois, quel que soit le projet finalement. C'est ce qui me... Ouais, je crois que c'est ce qui fait le lien de tous mes projets. J'ai besoin que celui qui voit l'objet, il se raconte ce qu'il veut. En tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup plus de choses que juste l'objet. Il y a un rayonnement de projet. Ouais, on pourrait faire des mini-expositions qui ressortent à partir de tes projets, de toutes les histoires qui sont racontées. Et par rapport justement à la récupération, aux matériaux que tu peux récupérer ou acheter à la ressourcerie, ce qui est compliqué des fois, c'est qu'on va avoir des agrafes, de la colle et tout ça. Comment toi tu fais, quelle méthode tu mets en place? Tu parlais d'un lamellé-collé dans une discussion qu'on avait eue en off. Est-ce que tu peux Alors le lamellé-collé, c'est encore autre chose. Le lamellé-collé, c'est quand on a développé avec Corentin ça à Emmaüs. C'était entre autres pour sauver du bois de meubles qui partait à la banne pour être broyé, pour devenir de l'agglo ou pour devenir du bois qui du coup c'est sa dernière vie. Le lamellé-collé, ça permet de garder la résistance du bois et d'en faire des poutres et d'en faire une assise. Voilà, ça permet d'utiliser des petits bouts de bois pour en refaire quelque chose qui a une résistance encore et qui garde ses capacités techniques. Donc moi j'ai l'impression que c'est de lui donner une étape avant la benne. On peut discuter sur alors quelle colle utiliser pour que ce soit pas chimique. On peut discuter sur est-ce que le temps passé à raboter tous ces bouts de c'est des questions, j'ai pas les réponses. Je sais pas si je suis dans la bonne solution avec ça, mais ça c'est beau. ça donne des chouettes résultats. En fait, rien n'est jamais parfait et c'est très frustrant de toute façon. Il y a toujours quelque chose où on dit oui, j'ai pas collé, mais du coup le résultat est ce qui me satisfait parce que en fait je sais que ça va être démonté dans 3 jours, donc je vais pas pousser la construction pour qu'elle soit belle. Je vais pousser pour qu'elle soit démontable peut-être. J'ai perdu le fil du début de la question, mais c'était par rapport aussi à comment je construis. Ouais. Alors je sais que l'Opéra de Lyon par exemple bosse énormément sur ces nouvelles techniques d'assemblage. Je pense que je suis pas encore assez renseignée. Mais en tout cas, j'anticipe ce que devient mon décor. Donc s'il faut qu'il soit démonté, je mettrai pas de colle. Parce que je sais que je veux récupérer la botte de tasseau qui était là au départ. Si par contre, je veux pas me contraindre avec... ce serait trop contraignant parce que c'est pas du châssis, c'est des objets plus particuliers ou qui a besoin d'un rendu esthétique qui ne me permet pas de démonter. Je vais trouver un moyen que cet objet il reparte soit dans une autre association, soit qu'il soit
tout de suite pris en main par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. C'est démonté, soit ça a une autre vie tout de suite. C'est plus dans ce sens-là que je prends en tant que scénographe la responsabilité de la fin de cet objet. Ouais. Et peut-être ça peut presque être contractualisé au départ avec une compagnie, avec quelqu'un qui fait une scénographie éphémère. À la fin de l'événement, tel asso viendra chercher, ou alors on l'emmènera à Emmaüs, ou alors voilà. Je pense que ça fait partie en tout cas moi je prends cette responsabilité-là de savoir si j'ai laissé quelque chose qui va partir à la benne après mon événement ou pas. Ça me paraît important que le scénographe se questionne là-dessus. Ah oui, c'est clair, surtout que parfois, et même souvent, c'est des matériaux qui sont réutilisables. On le voit justement à la ressourcerie culturelle de Montaigu. Toi, t'as d'abord été cliente là-bas, et maintenant, t'es vraiment investie dans l'association, et presque référente scénographe pour certains projets. Quel conseil tu peux donner à des organisateurs d'événements ou à des scénographes pour que les matériaux qu'ils utilisent puissent revenir à la ressourcerie et en ressortir et gérer ce cycle-là d'économie circulaire? Alors, quel conseil ce serait mais c'est dans ce sens-là où moi je fais des interventions au lycée Livette en tant qu'intervenante sur l'éco-conception. Ce serait peut-être de remettre de remettre la conception, le matériau à l'envers. C'est-à-dire, est-ce que si on démarrerait du matériau qui existe déjà à la ressourcerie, on n'aurait pas moins de mal à se projeter en disant je te le ramène tel qu'il était en le démontant. Ouais. Après, il y a des évidences. Alors, c'est compliqué cette question parce que pour moi, il y a une sorte de bon sens parce que j'ai tellement démonté de choses pour récupérer de la matière. J'ai passé tellement de temps à enlever des clous, tellement de temps à enlever des agrafes. Que en fait, dès que je mets une agrafe, ça me pose question. En fait, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on s'acharne sur les clous alors que dans 3 jours c'est terminé et puis cette matière on aurait pu en faire autre chose. C'est dans ce sens-là, je crois que je me pose la question. Je pense que les petites compagnies, elles sont beaucoup plus au clair avec ça quand elles fabriquent. Les grosses machines, c'est de la contrainte. Évidemment, c'est de la contrainte, c'est moins rapide. Il faut reprendre toute sa matière. C'est épuisant en fait. Si on réfléchit vraiment au processus, c'est épuisant. Mais c'est pour ça que les liens avec la ressourcerie, il est précieux parce qu'on peut construire un truc qui est très efficace. Ça gagne du temps et donc de l'argent en fait. Ouais. J'ai pas vraiment de conseils en fait pour conclure. Ok, ça marche. Bon, c'est déjà un conseil en soi, ne pas mettre d'agrafe et ne pas mettre de clous, en tout cas le moins possible, parce que c'est vrai que moi aussi j'en ai démonté des châssis avec des agrafes et plus jamais. Alors, donc tu nous disais que tu travailles autrement. Qu'est-ce que tu aurais envie aujourd'hui d'inventer ou d'imaginer, ou même pas d'inventer, juste de mettre en place dans ce contexte de Covid où il y a la distanciation et où, par essence, le métier de scénographe, c'est de créer des espaces? En fait, on est en train de réfléchir à des projets. Donc, je vais plutôt parler de ce qui est réel pour moi en termes de... aujourd'hui, avec Zoé Jarry, qui est une collègue que j'ai rencontrée via la coopérative Ose, on est en train de réfléchir à valoriser les matériaux issus de l'écologie industrielle, notamment sur le territoire vendée, mais en fait partout. Et pour promouvoir cette façon de concevoir en partant du matériau plutôt qu'en partant d'une idée, en fait, on a pris le modèle de la cabane comme volonté de faire de la culture, soit dans le paysage, soit dans une médiathèque, soit voilà. Donc c'est par la micro-architecture en fait qu'on va chercher la culture et qu'on va chercher. Enfin là, en tout cas, qu'on veut faire du lien et qu'on veut faire. C'est par vivre quelque chose à l'échelle du corps, une sensation. Voilà. Donc on a 4 petits modèles de cabanes. Qu'on veut développer, donc les échappées qui seraient celles dans le paysage. Là, ça va m'échapper, c'est sûr, les 3 autres. Enfin, il y a les rescapés que j'avais essayé d'entreprendre avec du lamellé-collé il y a quelques années, mais qui reviennent. Les rescapés, en fait, le projet Les Rescapés, c'est le projet des cabanes. Et dans ces rescapés, il y a les échappés, il y a les suspendus, qui seraient les cabanes... pas forcément suspendues, mais c'est comme un café suspendu, c'est-à-dire elles sont subventionnées pour un Emmaüs parce que on a réussi à faire à vendre 3 autres cabanes dans un autre contexte. Et ça nous permettrait, peut-être c'est des enveloppes qui nous permettraient de faire de la formation.
Je sais pas si je suis très claire sur tout ça. C'est en réflexion, donc c'est encore un peu vague. Il y a tout un volet de cabanes qu'on veut développer pour l'événementiel, donc là qui serait montable, démontable très efficacement. Pas forcément en lien avec un paysage et tout, c'est plus avec un usage d'événementiel. Il m'en manque une. C'est le volet recherche. Okay. C'est le volet exploration de la matière. Donc là, notamment avec les étudiants, ça rentre clairement dans là. Donc c'est les esquisser. Okay. Et ça rentre dans ce modèle de recherche. Donc ce sera de la recherche, de la formation, de la conférence, du temps d'atelier, des workshops. Voilà, c'est plutôt sous ce format-là. Donc ça, c'est ce projet global pour moi qui m'anime en ce moment. En tant qu'entrepreneur, voilà, c'est le projet qui n'a pas de client direct. C'est le projet qu'on veut développer et on cherche à développer ça en ce moment. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vraiment c'est un point de vue global, que c'est pas juste un projet pour un événement, mais que du coup ça rentre complètement dans ta démarche du cycle complet d'une économie circulaire à travers une scénographie ou une micro-architecture. Est-ce qu'il y a une scénographie dont tu rêverais ? C'est peut-être en lien faire plus ou à... Ouais, dont tu rêverais soit à faire, soit à vivre. Je vais de plus en plus vers des scénographies qui sont presque de l'ordre de l'installation. Enfin, en tout cas, dans lequel le spectateur vit, pratique l'espace. C'est pas une scénographie qu'on regarde au plateau depuis notre siège de spectateur. Ou... Je vais de plus en plus, mais c'est peut-être le côté archi qui revient un peu. Ouais, il y a ça qui me plaît d'imaginer un spectateur rentrer dans un dispositif, en tout cas, de vivre quelque chose. Ouais, de faire expérience d'un lieu ou d'y participer. Ouais. Alors, donc comme on est dans un podcast de scénographie, c'est une question un petit peu rituelle que je suis en train de mettre en place. On voit pas les images, donc on est vraiment sur le son, et pour la pratique de la scénographie, c'est contraire un petit peu. Est-ce que tu pourrais décrire aux éditeurs et aux auditrices un espace qui t'a marqué spatialement et que tu aurais envie de partager ? Alors, je vais choisir... Le nom m'échappe totalement. On va peut-être le retrouver ensemble. Je le mettrai dans les liens de l'épisode. Oh, j'ai honte. C'est l'église de Corbu au milieu de la montagne de Le Corbusier. Ah oui, à côté de Saint-Étienne, par là-bas. Ouais. Notre-Dame. Ah, mais oui, elle est très belle, cette église. Avec une extension de Renzo Piano, il me semble. Ah non, alors je ne parle pas de la même. Je me permets de couper la conversation quelques secondes. Parfois, c'est vrai, on oublie les classiques, et là, la situation est assez cocasse. En fait, Lise s'est rappelée du nom de l'église qu'elle évoque ici. C'est la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, en Haute-Saône. Et de mon côté, je pense à l'église du couvent de la Tourette à Éveux, dans le Rhône. Pardon pour ce mélange. Quoi qu'il en soit, je vous propose de continuer d'écouter la suite de l'expérience spatiale que Lise nous décrit ici à propos de l'architecture du Corbusier. C'est un endroit qui on ne sait pas pourquoi. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas. Quand on y réfléchit, on sent que c'est une question de proportion entre les pleins, les vides, les courbes, les matières qu'on a envie de toucher, les murs qu'on a envie de toucher. Mais en tout cas, c'est un espace on a envie de s'arrêter. Il y a quelque chose de suspendu. Est-ce que tu pourrais le décrire ? Qu'est-ce que tu vois quand tu arrives là-dedans ? Qu'est-ce que je vois ? En fait, je parle pas de l'extérieur, c'est plus la sensation de quand on rentre dans cet espace. Donc c'est du béton brut avec des volumétries très, enfin donc des courbes, des murs très épais. Ouais. Des vitraux du coup qui prennent une ampleur assez impressionnante puisqu'il y a une épaisseur sombre du béton et puis au bout il y a un vitrail. Il y a aussi tout le mobilier qui est dessiné en proportion de l'épaisseur des murs. En fait, tout est proportionné, tout est juste. Il y a des gris, il y a des blancs, il y a des textures de béton. On a envie de tout toucher. On dirait presque c'est le souvenir que j'en ai. Après, c'est peut-être biaisé, sûrement. Alors, c'est une église, mais il y a quelque chose d'apaisant, peut-être.
Voilà, enfin, j'ai du mal à... C'est dur, c'est difficile comme exercice de décrire cet espace. En fait, on a envie d'y retourner, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est bien. Donc on retraverse ces murs épais, on se réassit, on se rassoit. Ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'on fait des espèces de boucles. Il me semble que le sol, c'est des grandes pierres, voire peut-être même le sol... Il y a un bout du sol... du sol, du vrai sol de la montagne sur lequel elle est posée, cette église. Ah oui. Mais en tout cas, il y a des grandes dalles, peut-être, j'ai ce souvenir-là. Et effectivement, il y a une continuité de sol entre l'intérieur et l'extérieur sur certains endroits. Donc en fait, il y a comme un mouvement qu'on a envie de faire et refaire et refaire. Et c'est en lien aussi avec toutes ces courbes, puisque les murs sont plus ou moins courbes. Donc en fait, je pense qu'il y a un mouvement comme ça qui donne envie de longer les murs et les refaire un peu en... Bon, c'est un souvenir lointain, mais en tout cas, c'est un espace qui m'avait marqué. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque scénographie, on peut imaginer ce qu'on veut en tant que scénographe, mais en fait, chaque personne, chaque visiteur qui va à l'intérieur de ces lieux-là, va en raconter sa propre histoire à partir de ce qu'il ressent, en fait. Donc là, toi, c'est ton histoire à partir... C'est ma perception de cet espace, en tout cas, aujourd'hui. Donc, vraiment mettre en avant les proportions, les courbes... le lien avec la lumière aussi, la qualité des grilles, des murs. C'est un endroit qui est peut-être froid aussi. Ouais, ce qui est marrant, en fait, je pense que c'est à quel point on peut se sentir bien dans quelque chose qui est si construit. Parce que c'est quand même pas rien d'avoir un mur de 1 mètre de large en béton. Et pourtant, c'est doux. Voilà, c'est chaleureux. Enfin, c'est chaleureux. Il y a tout un jeu aussi à l'extérieur, selon où est le soleil, en fait, il y a les géométries qui se projettent sur les murs blancs. Donc il y a toujours un espèce de... C'est toujours en mouvement aussi. Toutes ces courbes, elles permettent d'avoir quelque chose qui est toujours... C'est toujours en mouvement avec la lumière. C'est fou. Il est fou, cet endroit. Est-ce que tu as une référence ou une anecdote que tu aurais envie de partager aussi, donc toujours en lien, pas forcément avec un lieu, mais quelque chose qui t'a vraiment apporté dans ton parcours, ou qui te porte maintenant encore, que tu as envie de développer? Un projet qui a marqué un projet, une personne, enfin un discours d'une personne, une anecdote, un univers qui t'a permis d'avancer ou qui maintenant te travaille et... Ouais, j'ai fait mon mémoire de scéno sur où s'arrête le travail du constructeur et où commence celui du scénographe ou inversement. Et j'avais discuté avec donc François Corbal, qui est le constructeur du théâtre du Grand T à Nantes, et je me souviens que et ça me poursuit encore cette question, justement sur le détail constructif et sur comment le scénographe il prend en main la construction. Et parfois le constructeur donne si donc on ne construit pas, c'est le constructeur qui trouve la solution pour traduire techniquement quelque chose qui a du sens. Et dans les discussions avec François à l'époque, il y avait cette question qui me paraissait totalement folle de certains scénographes qui amenaient une maquette avec plus ou moins les matériaux correctement représentés. Et François devait tout concevoir en termes de construction, en termes de choix. Et ça me paraissait être le travail du scénographe, en fait. Et donc je me dis, mais du coup, à quel moment le constructeur ne signe pas quelque chose à cet endroit-là? Ça me poursuit encore, puisque pour moi, construire fait partie de ma conception. Ouais, les choix de constructifs mettent du sens dans mon travail. Donc voilà, ça m'a beaucoup marqué et ça me marque encore. Je ne sais toujours pas où me placer, moi. Mais justement, c'est peut-être que ce lien-là entre scénographe et constructeur, toi, t'as vraiment les deux casquettes, et il y a un aller-retour entre les deux. La construction apporte au projet, et la maquette ou le dessin imaginé apporte à la construction. Ouais, chacun a sa place dans ce projet-là et a un impact par rapport à l'image qui va être réalisée à la fin. Ouais, je pense que l'échelle de la scénographie me va dans ce sens-là aussi, parce que j'ai l'impression d'être vraiment conceptrice de l'ensemble, et parce que je construis, parce que je mets les mains dans le cambouis, parce que des fois on fait des choix aussi parce que c'est éreintant de couper 1500 fois la même pièce, alors du coup peut-être qu'on fait un autre choix.
Ouais. Et la discussion avec les constructeurs aujourd'hui, moi, quand j'embauche, quand je travaille avec les équipes que j'ai choisies et tout, je prends en compte cette usure à l'atelier et ça me tient à cœur, ça. Ouais. En fait, les choix esthétiques, parfois, on peut pas les faire à l'encontre, contre un choix humain ou d'usure à l'atelier ou de. Voilà, c'est dans ce sens-là où pour moi tout est lié et. Ouais, voilà. Donc en fait, après le lien conception-construction, oui, effectivement, c'est un aller-retour. Mais pour pouvoir avoir le bon dialogue avec son constructeur, je trouve que c'est génial de passer à l'acte de la construction pour avoir la conscience de l'épuisement physique, de l'impossibilité de faire ce qu'on a envie en 3D ou dans notre maquette parce que notre carton il tient, mais dans la vraie vie, on n'est pas sûr. Ouais. Ça, c'est lié à ma formation d'archi, notamment à Toulouse où on a beaucoup travaillé sur la construction et sur les détails constructifs. Vous faisiez la construction Non, c'est plus sur... Voilà, on ne pouvait pas arriver avec un croquet en disant je vais faire un porte-à-faux. Il fallait comprendre pourquoi est-ce que ce porte-à-faux il pouvait tenir, de quelle manière on pouvait faire que ce qu'on dessine c'est faisable. Et ça m'est toujours resté. Puis c'est hyper important en fait. Enfin, si on veut faire une chaise, il faut qu'elle tienne quoi. Mais c'est vrai que. Mais en fait, entre ce qu'on imagine, qui est de l'hypothèse, parce que même en tant qu'archi, on peut dessiner des détails constructifs, mais le lien avec l'ingénieur ou le lien après, en fait, il y a un juste milieu entre croire à son détail constructif, parce que je suis convaincue que des fois, le constructeur ne veut pas faire mieux ou faire plus ou tester autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, moi, du coup, je m'y retrouve en allant à l'atelier en disant, ah bah si, mon prototype, il fonctionne. Ouais. Donc on y va. Donc on fait autrement. Et c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Parce que quand d'un seul coup, on rencontre des collaborateurs qui sont dans cette même recherche et qui, eux, n'ont pas envie de concevoir, mais qui ont envie de trouver des solutions dans ce sens-là, c'est hyper, les allers-retours, ils sont super intéressants. Merci à Lise Mazot d'avoir partagé sa scénographie à elle. Pour la retrouver sur les réseaux, rendez-vous sur la page Facebook de Menu Détail pour suivre ses réalisations ainsi que le projet de médiation Les Rescapés qu'elle réalise avec Zoé Jarry. Vous pouvez aussi retrouver Menu Détail sur sa page Instagram ainsi que sur son nouveau site menudétail.com. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. La musique est de Anna Lampsous. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt.